Mathias, modifier le climat pour qui, pourquoi, comment? Alors Mathias, c'est un petit peu l'outsider de cette journée. Il est la voix du citoyen engagé. Arboriculteur et ingénieur en télécommunications, il est passionné par les cycles de la nature et des civilisations. Il est cofondateur de planètepositive.org, enfin Planète Positive, et incarne le journalisme citoyen par excellence, doté d'un esprit curieux, comme vous, poussant inlassablement l'investigation sur des sujets négligés par les médias, dans une logique de participation active à la société. À son humble niveau, il joue un rôle de veille démocratique lui aussi, en nous encourageant à nous informer par nous-mêmes, par amour pour la souveraineté individuelle. À toi. Bonsoir et merci à vous d'être tous présents après une longue journée avec beaucoup de présentations passionnantes. Je vais essayer de faire quelque chose un peu nouveau pour moi. Je n'ai pas l'habitude de présenter devant un si nombreux public, mais j'en suis vraiment ravi. Le sujet, comme le disait Isabelle, je vais vous parler de la modification du climat. Pour qui, pourquoi, comment? Je vais plutôt vous questionner, je vais poser beaucoup de questions, le but étant d'élargir la compréhension de ce qu'on résume sous le terme de géo-ingénierie et de permettre une discussion plus apaisée, plus ouverte sur ce sujet. Peut-être quelques mots quand même sur mon parcours et ce que j'ai fait. Je suis donc fils d'agriculteur, mais je me suis rapidement détourné de cette voie-là pour me lancer dans l'électronique, suivi d'études d'ingénieur en informatique, et j'ai pratiqué au total une quinzaine d'années dans ce qu'on appelle l'automatisation industrielle, donc tout autre chose. En parallèle de ce parcours, j'ai gardé un ancrage très profond avec la nature et j'ai donc acheté du terrain agricole à partir de 2008 et j'ai planté avec passion des arbres fruitiers. Donc en tout, j'ai planté 5 hectares d'arbres fruitiers tout seul le week-end en parallèle de mes activités d'ingénieur. Par la suite, en 2017, j'ai décidé de quitter totalement le monde de l'informatique pour me dédier vraiment à cette passion. Et je suis devenu le directeur du domaine de la pêcherie à Alamans, qui est le plus gros producteur de kiwis en Suisse. Et oui, ça se produit en Suisse. Donc ces deux domaines, le mien en propre et celui que je dirige, sont en biologique. Et je le précise parce que j'ai vraiment... pour moi, ça me tient à cœur de produire au plus près de ma conscience. C'est ça qui compte pour moi, sans vouloir l'imposer à qui que ce soit, mais c'est une valeur qui compte pour moi. Venons-en maintenant au sujet d'aujourd'hui. La géo-ingénierie, pourquoi? J'ai commencé à travailler sur ce sujet en particulier. Je m'excuse, je vais juste changer un petit réglage ici. Voilà. Je vous ai parlé de mes activités d'arboriculteur. Et dans cette activité-là, j'ai été confronté à des problématiques très claires. Donc en 2007, quand j'ai commencé à planter les arbres, dans ce métier, on disait le réchauffement climatique va permettre de produire des olives en Suisse, des amandes et de nombreux autres fruits, des arbres qui poussent en milieu méditerranéen. Et j'y ai cru. Et j'ai planté des arbres à 700 mètres d'altitude. Il se trouve que ça ne marche pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que, étonnamment, ces 8 dernières années, ma production personnelle à 700 mètres d'altitude ne fonctionne pas. Et j'ai principalement des dégâts de gel. Ce que j'essaye d'illustrer par là, c'est que c'est plus compliqué que ce qu'on prétend. Parce que quand on parle de réchauffement climatique, c'est un raccourci pour décrire quelque chose de complexe, et je l'ai vraiment appris dans ma chair, au quotidien, en luttant contre des événements que je ne peux pas maîtriser. Le deuxième phénomène est une apparition d'une maladie cette année sur une des plantations de kiwis
C'est une bactériose. Donc, 1 hectare de kiwi a été ravagé par une bactérie qui, pour l'instant, n'était pas présente en Suisse. Cette maladie n'a jamais été relevée en Suisse. Pourtant, cette année, elle est apparue sur une parcelle en particulier. Et vous verrez, je vous raconterai un peu plus tard dans la présentation à ce sujet. C'est donc 2 sujets qui, dans mon travail, dans mon quotidien, font que j'ai besoin de m'intéresser au climat parce que ça a un impact très direct sur mon quotidien. La deuxième raison, et aujourd'hui j'en ai eu une belle illustration aussi, après la première présentation, on a eu des questions qui sont arrivées. Et les 3 premières questions que j'ai relevées étaient des questions liées à la géo-ingénierie. C'est d'ailleurs ce qui, je ne savais pas que ça allait venir, mais durant cette année, j'ai donné une dizaine de conférences qui traitaient du CO2 en rapport avec le climat, et je le questionnais de façon très critique. Et à la fin de chacune de ces conférences, les questions qui revenaient tout le temps étaient liées, pas seulement, mais de façon récurrente, c'était des questions liées à la géo-ingénierie. Et je pense qu'on ne peut pas faire abstraction des questions que le public se pose. Je pense que c'est important, même si c'est des sujets compliqués et controversés. Et je pense aussi, et je vais vous le montrer juste par la suite avec des coupures de presse, c'est effectivement quand même un sujet qui n'est pas juste débattu dans de petits cercles, mais on le retrouve réellement aujourd'hui dans les médias, dans le monde entier. Pour illustrer cela, je vais vous montrer 4 coupures de presse. Sur la première de gauche, vous voyez un article de CBS News de octobre de cette année, qui, en traduction, dit simplement « Non, le gouvernement ne contrôle pas la météo, c'est stupide, cela doit s'arrêter » et c'est Dixit, le président des États-Unis, soi-disant, Biden. À droite, vous avez une deuxième copie d'écran de notre cher RTS, qu'on a cité régulièrement aujourd'hui. C'est du mois de mai de cette année, et ce média se pose ouvertement la question, est-ce que manipuler la météo pour vaincre le dérèglement climatique affreux dont on a largement parlé aujourd'hui, est-ce une bonne idée? Donc ce que j'essaie de montrer par là, c'est que d'une part, des médias en parlent quand même relativement ouvertement, se questionnent à ce sujet, et d'un autre côté, on a aujourd'hui des citoyens qui pensent que des gouvernements sont peut-être déjà passés à l'action bien plus que ce qu'ils n'avouent publiquement. Pour essayer d'aborder ce problème épineux, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on l'aborde quand on ne parle pas de son propre gouvernement? Donc là, j'ai retenu 2 coupures de presse. Sur la gauche, vous avez The Diplomat, qui est une revue Internet qui s'intéresse à l'Asie-Pacifique et qui annonce en titre que la Chine utilise de la géo-ingénierie pour poursuivre sa stratégie de guerre hybride. Donc, quand il s'agit de son opposant géopolitique, on n'a aucun problème de l'accuser d'être déjà passé largement dans le camp des utilisateurs de ce genre de technologie. Sur la partie de droite, vous avez un article qui est moins récent, mais je trouve intéressant aussi. De même, on peut bien sûr accuser la Russie d'être déjà un utilisateur courant de ces technologies, et là dans un domaine beaucoup moins stratégique, mais simplement pour embellir la météo lors des jours de fête. Mais je pense qu'avant d'aller plus loin dans l'analyse, il faut qu'on commence à décrire un peu quelles sont ces techniques, parce que la géo-ingénierie est un terme vaste. Donc, en général, on regroupe l'ensemble de ces technologies dans 3 catégories. Les 2 premières que vous voyez à l'écran sont des techniques qui visent à diminuer l'impact de notre réchauffement climatique. Il y a 2 façons principales de s'y prendre, selon la compréhension de ce qu'on entend au quotidien. La première, c'est de diminuer l'impact du rayonnement solaire. Pour l'instant, on ne maîtrise pas le soleil, donc on ne va pas pouvoir moduler la puissance émise par le soleil. Par contre, on peut essayer de diminuer le rayonnement arrivant sur Terre. 4 possibilités. Le premier, c'est de placer des réflecteurs spatiaux. Donc, en dehors de l'atmosphère, ça ressemblerait à des voiles, des sortes de satellites qui empêcheraient le rayonnement solaire de rentrer dans l'atmosphère. On le renvoyait dans l'espace, donc à ce niveau-là. Et si on se rapproche un peu de la Terre, on pourrait
faire de même, mais cette fois en injectant des particules dans la stratosphère qui empêcheraient de nouveau le rayonnement d'approcher encore plus de la Terre. Troisième possibilité, c'est d'utiliser des nuages. On pourrait par exemple imaginer provoquer plus de nuages ou enrichir des nuages de nouveau pour empêcher ce rayonnement solaire d'atteindre la surface de la Terre. Et la dernière possibilité, c'est qu'une fois que le rayonnement a atteint vraiment la surface terrestre, ce qu'on appelle, on pourrait modifier l'albédo terrestre, c'est-à-dire la partie du rayonnement solaire qui est absorbée par la surface terrestre. Alors on a en Suisse de beaux exemples, comme par exemple d'aller recouvrir un glacier avec une bâche. C'est un exemple. Deuxième possibilité, deuxième catégorie plutôt, c'est la diminution du CO2 dans l'atmosphère. Vous avez bien compris, le grand coupable, c'est le CO2. Que pourrions-nous faire pour que la concentration dans l'atmosphère diminue? Alors là, il y a des possibilités, on va dire, naturelles, en utilisant la biologie, le monde vivant. La première, c'est la fertilisation des océans. Les océans absorbant du CO2, la vie dans l'océan, pardon, absorbant du CO2, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrichir, pour faire simple, en tant qu'agriculteur, je dirais, on pourrait mettre de l'engrais dans l'océan. Avec cet engrais, on stimulerait la croissance du plancton qui absorberait plus de CO2 et donc la concentration diminuerait dans l'atmosphère. Deuxième technique, c'est de reforester plus massivement, donc d'utiliser de la surface terrestre pour des forêts, et ces forêts absorberaient du CO2. Donc c'est une deuxième technique. Et la troisième technique, qui a actuellement plus le vent en poupe, je vous le montrerai par la suite, c'est d'utiliser la technologie pour extraire le CO2 de l'air et ensuite le stocker. On rentrera plus en détail dans cette technique-là. La troisième catégorie, c'est les technologies qui visent à modifier cette fois les conditions météorologiques. Donc, on pourrait envisager, et on le fait, de déclencher des précipitations de façon assez prosaïque. Et depuis de nombreuses décennies, y compris en Suisse, on a essayé de déclencher les nuages qui peuvent provoquer de la grêle pour éviter les dégâts. C'est un exemple. Ou on a tenté de détourner des orages. Ou, pour reprendre un autre exemple, dans d'autres contrées, on essaie par exemple de diminuer le brouillard, parce que ça peut avoir des impacts économiques. Donc voilà, ces trois catégories de techniques. Pour illustrer l'utilisation de ces techniques, on peut remonter un peu dans le passé, et dès l'apparition de la révolution industrielle, des gens se sont intéressés à modifier ou à avoir une influence sur le climat. Ça date d'avant. Hein. Je pense que les faiseurs de pluie à l'époque ne visaient bien sûr qu'à modifier le climat aussi. Mais la technologie et la compréhension du monde ont permis en fait des exploitations un peu plus importantes. Donc dès 1850, on a un météorologue américain qui s'est rendu compte qu'à l'aide de grands feux qui émettaient beaucoup de suie, donc des particules, les grands feux permettaient à ces particules de monter dans les nuages. Ces particules permettaient la nucléation, c'est-à-dire que les particules de vapeur d'eau s'agrégeaient autour de cette suie et donc on pouvait parfois réussir à déclencher des précipitations. Donc ça, c'est 1850. Par la suite, avec l'invention des aéronefs, j'ai retenu quelques dates à partir de 1890. L'utilisation d'avions ont permis d'aller au plus près du phénomène, donc au niveau des nuages, et donc de commencer à disséminer différentes particules directement dans les nuages. En parallèle, en Angleterre, on a essayé de maîtriser les problématiques de brouillard qui posaient des problèmes économiques. Après la Deuxième Guerre mondiale, on est rentré vraiment dans une ère scientifique. Et de cette connaissance et de cette approche, de ces recherches, sont apparues des utilisations plus précises. On s'est rendu compte dès 1946 que l'iodure d'argent avait une structure moléculaire relativement proche de la glace et ainsi permettait cette nucléation dont on parlait auparavant, donc le déclenchement de la précipitation de manière plus efficace. Et donc cette iodure d'argent est encore aujourd'hui utilisée à nos jours dans des techniques d'ensemencement de nuages. Des entreprises et des
personnes comme Irving Langmuir ou Kurt Vonnegut ont rapidement entrepris des recherches beaucoup plus importantes. Des entreprises comme General Electric, qui était certainement une des entreprises les plus puissantes du monde, se sont vraiment attelées, suite à des recherches dans le domaine nucléaire en particulier, à maîtriser de façon beaucoup plus concrète et à comprendre les interactions au niveau de l'atmosphère et donc les éventuelles utilisations pour l'objectif, par exemple, était de modifier la trajectoire d'un ouragan. C'était un objectif qui n'a pas été atteint à l'époque. Durant la guerre froide, il y a eu une intensification des expérimentations et l'utilisation massive de ce genre de technique. On peut reprendre l'opération Cumulus, qui est une opération anglaise qui a duré, on ne sait pas exactement, 3 ou 4 années. Et en 1952, il y a eu un épisode dans un village du sud de l'Angleterre qui a provoqué quelques dizaines de morts, des inondations massives. Et là, il y a une controverse, c'est-à-dire que certains disent que le programme Cumulus d'ensemencement du nuage n'y était pour rien. C'est difficile à prouver, mais il se trouve que 2 semaines après l'incident, le programme a été arrêté officiellement. De même, l'opération Popeye est une opération largement reconnue aujourd'hui. C'était donc l'utilisation de ce genre de technologie d'ensemencement avec des escadrilles, plusieurs escadrilles de Boeing qui ont été transformées et qui ont pratiqué l'ensemencement des nuages au-dessus du Vietnam, l'objectif étant de perturber principalement la logistique des Viet Cong. C'est-à-dire qu'en provoquant des pluies massives, on empêchait les gens d'acheminer les armes, les munitions, la nourriture jusqu'au front. C'était en parallèle certainement d'autres techniques qui ont été utilisées, dont vous avez certainement entendu parler, comme le défoliant, les argents orange. Toute cette utilisation était bien sûr totalement secrète et les programmes ont été arrêtés une fois que ces informations sont devenues publiques. Plus près de nous, 2008-2014, j'ai mentionné deux utilisations tout à fait officielles. Par exemple, le gouvernement chinois était tout à fait fier de montrer, c'était plusieurs centaines donc, de missiles, on peut les appeler, je pense que ça correspond assez bien, vous ne feriez pas la différence entre ces fusées et de l'armement. Et d'ailleurs, c'était un personnel de l'armée chinoise qui a été engagé pour maîtriser la météo durant les Jeux olympiques de Pékin. Et pour donner un dernier exemple, c'est le projet Scopex, qui était un projet relativement important, américain, d'injection d'aérosols dans la stratosphère et qui a duré de 2014 à 2023 avant qu'il s'arrête suite à des pressions populaires. Pour être encore un peu plus précis, donc il y a des centaines de brevets qui existent aujourd'hui. Les registres de brevets sont publics et vous pouvez donc aller les consulter. Vous trouverez, comme je l'ai montré sur la gauche, donc les illustrations, c'est vraiment les illustrations qui ont été fournies lors du dépôt de brevets. Vous avez donc sur la gauche une première possibilité, c'est un appareillage qui permettrait de faire cette fertilisation des océans. Vous voyez 2 poches qui nagent dans l'océan. On enrichirait l'eau pour augmenter en fait la biomasse produite à ce niveau-là. Au centre, vous avez un deuxième brevet qui précise comment on pourrait créer cette espèce de bouclier d'anneaux, de particules qui flotteraient autour de la Terre et qui empêcheraient l'arrivée du rayonnement au niveau de la Terre. Et le troisième à droite, cette fois-ci, c'est un brevet déposé par BAE Systems, c'est donc British Aerospace, qui est principalement un fournisseur d'armement, qui a déposé ce brevet qui consiste à utiliser des émetteurs au sol. Ça peut être soit des émetteurs, soit simplement des antennes qui émettent des champs électriques extrêmement puissants et qui permettraient de ioniser une partie de l'atmosphère. Ça peut avoir 2 objectifs. Il y a beaucoup de recherches qui se sont faites dans ce domaine-là. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Mais pour venir encore plus concret, donc maintenant on comprend un peu les techniques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui travaillent dans ce domaine-là? Il y en a des centaines. Je vous en ai
Je vais vous en parler de 3 en particulier. Donc sur la gauche, d'ailleurs, j'ai entendu ce matin une personne qui avait posé la question sur l'entreprise qui se trouve à gauche, WeatherTech. Je ne sais pas si la personne est encore là qui avait posé la question. L'entreprise s'appelle Rainmakers, elle a 2 antennes, elle est en Suisse et en Allemagne, et cette entreprise propose donc aujourd'hui déjà la technologie qui était décrite par le brevet que j'ai présenté juste dans le slide précédent. Cette entreprise, sur son site internet, présente les contrats qu'elle a avec le gouvernement jordanien et prétend pouvoir couvrir quelques milliers de kilomètres carrés avec cette technique de ionisation. Un des arguments de vente pour cette entreprise, c'est qu'on n'utilise plus de iodure d'argent ou d'autres molécules. C'est un principe écologique. Au centre, vous trouvez Make Sunset, qui est une entreprise qui est sise en Californie et au Mexique. C'est une start-up. Les fondateurs sont deux personnes qui ont réussi à faire fortune dans la Silicon Valley et qui proposent aujourd'hui des parrainages pour refroidir le climat. Donc, vous pouvez aller sur leur site internet, faire un don, et grâce à ce don, ils enverront des ballons remplis de dioxyde de soufre, et ainsi, votre don permet très directement, selon eux, de refroidir l'atmosphère. Là aussi, cette entreprise a été interdite de continuer ses expérimentations au Mexique, mais il continue actuellement à sévir en Californie. Et la dernière entreprise, c'est Climeworks, qui, ces derniers temps, est très présente, y compris sur, de nouveau, notre chère radio-télévision suisse. C'est une société qui est issue de l'EPFL, de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Et ils ont créé en Islande le plus gros projet de capture de CO2 actuellement en activité. Alors, il faut s'imaginer ça de la façon suivante. J'espère que l'image n'est pas trop petite pour vous, mais c'est donc leur propre présentation. Au centre, vous avez donc l'équipement Climeworks. En gros, ça ressemble réellement à peu près à ce dessin. Donc, c'est des dizaines de ventilateurs qui en fait, vont absorber l'air ambiant, en Islande en l'occurrence. Et c'est de l'air ambiant, vous voyez sur la gauche, vous avez l'air ambiant avec des petites particules de CO2. Cet appareillage va permettre d'extraire le CO2. Donc, d'un côté, vous avez de l'air pur, donc sans CO2, selon eux, qui est rejeté dans l'atmosphère. Et ensuite, ce CO2 capté, selon les dires de Climeworks, peut avoir différentes utilisations. Alors la première, c'est on peut générer des boissons pétillantes. C'est quand même intéressant parce que le CO2 qu'il y a dans la boisson pétillante va quand même finir dans l'air, évidemment. Une deuxième utilisation qui, en tant qu'agriculteur, et je crois qu'on en a parlé déjà un peu aujourd'hui, c'est d'ailleurs celle qui est représentée sur l'image. La deuxième utilisation, donc, c'est intéressant parce qu'on peut l'injecter dans une serre et ça augmente de 20% la croissance des plantes. On en a parlé aujourd'hui. Donc là aussi, je dirais que la nature le fait très bien sans l'installation de Climeworks. La troisième possibilité, ce serait de générer du combustible. Là aussi, ce combustible, une fois qu'il sera justement utilisé, et ce CO2 se retrouvera dans l'air aussi. Et donc la seule possibilité de réellement ne pas réémettre le CO2 dans l'air, c'est de l'enfouir. Et c'est ce qu'il propose, donc c'est d'enfouir ce CO2 dans les roches, principalement. Alors je me suis dit, on va regarder ce qu'ils prétendent. C'est l'installation la plus grande au monde actuellement. Hein. C'est 3000 tonnes de CO2 par année. Alors, 3000 tonnes de CO2, c'est difficile de s'imaginer quoi que ce soit. Si on prend une voiture qui fait 100 grammes par kilomètre et qu'elle fait 10 000 kilomètres par année, on va dire que c'est la moyenne de monsieur et madame tout le monde. Donc, ça représente en effet 3000 véhicules. 3000 véhicules, ça représente le nombre de véhicules de la commune de Rolle qui est juste à côté. Donc cette usine, qui est la meilleure au monde, permet de capturer l'émission des 3000 véhicules de Rolle. Le coût, parce que là aussi, ça a un coût, évidemment. Actuellement, il est estimé à 1,30 franc le kilo. 1,30 franc le kilo, pour faire simple, c'est ce que vous coûte le carburant que vous mettez dans votre véhicule. Donc, en gros, quand vous roulez 100 km et que vous devez mettre 5 litres d'essence, ça vous coûte 10 francs.
Eh bien, pour capturer ce CO2, il vous en coûtera 10 francs aussi auprès de Climeworks. Est-ce que ça vous semble une proposition intéressante? Il se trouve que, malgré tout, ça leur a permis de lever 650 millions de dollars. Et ils projettent de prochainement passer à une toute autre échelle en étant capable de capturer des millions de tonnes de CO2. Selon vous, est-ce que quelqu'un a une idée comment est-ce qu'on financera ou qu'est-ce qui payera en fait toute cette belle extraction de CO2? Alors, je suis allé chercher et l'entreprise dit que ils vont revendre la technologie, des brevets, ou construire de nouvelles usines, ça ramène de l'argent. Mais en fait, on ne sait pas vraiment, parce que moi je vois pas, je connais personne dans cette salle, mais peut-être que vous êtes unique, qui a envie de dépenser le double pour faire le même trajet en véhicule. Moi, alors c'est que mon avis, mais je pense que ça s'appelle des crédits carbone. C'est là-dessus que ces investisseurs ont parié. Et c'est pour ça qu'une taxe carbone, vous en entendez régulièrement parler, est une des clés essentielles pour financer ce genre d'entreprise. Avançons un peu. Ça, c'est une carte que je vous conseille d'ailleurs d'aller consulter. C'est sur map.geoengineering.org. C'est donc une fondation Böll. La fondation Böll est une fondation extrêmement importante en Allemagne, très proche du Parti vert. Donc, de leur point de vue, c'est extrêmement important de suivre l'ensemble de ces projets dans le monde. Et donc, ils ont répertorié, du mieux qu'ils le peuvent, les projets de géo-ingénierie actuellement qu'ils ont pu relever. Il y en a donc forcément plus que ce qu'on retrouve ici. Sur la droite, vous retrouvez en fait les 3 catégories que je vous ai présentées auparavant en couleur. Donc, vous pouvez naviguer dans les différents types de projets de géo-ingénierie que je vous avais présentés. Au total, actuellement, il relève 1919 projets. Ça, c'est sur ce qu'on peut dire aujourd'hui. C'est tout des données factuelles, principalement d'ailleurs issues de médias dominants ou même de gens qui sont totalement convaincus de cette problématique du réchauffement climatique. Mais, et je pense que c'est important de l'aborder, les questions que j'ai rencontrées très régulièrement sont des questions qui vont au-delà. Et l'hypothèse, c'est qu'au quotidien, on nous sert tout le temps qu'on est dans une catastrophe. On est dans l'apocalypse. On va tous griller prochainement. Et donc la question est, puisqu'il y a une telle urgence actuellement due au réchauffement climatique, est-ce qu'il n'est pas légitime d'utiliser des techniques de géo-ingénierie qu'on vient de voir à large échelle et sans en informer la population? C'est ainsi que moi je résumerai en fait le questionnement qui vient de façon récurrente. En général, si on ose aborder la question de cette façon-là, on va nous dire « mais vous êtes un complotiste ». Donc on peut se dire, est-ce qu'il existe des exemples récents où des entreprises de taille importante ou des gouvernements ont pris des mesures qui sont anticonstitutionnelles sans en informer, bien sûr, du coup, le public? Bon, j'ai retenu un exemple, c'est l'exemple du PRISM, donc la surveillance massive des citoyens aux États-Unis, mais pas que, ça s'appliquait bien sûr à pratiquement tous les citoyens de ce monde, et dans laquelle c'était bien sûr anticonstitutionnel, et ont participé les plus grandes entreprises de la tech aux États-Unis. Donc on peut dire que c'est tout à fait possible que ce genre de choses se fasse si les arguments avancés par ces institutions leur semblent plausibles. En l'occurrence, là, c'était le terrorisme. Alors, venons au sujet qui est un petit peu plus délicat, et j'ai mis comme titre Stratospheric Aerosol Injection. Pourquoi? Parce qu'en général, si vous rentrez dans ce genre de considération, il vaut la peine d'utiliser les bons termes. Et je l'ai mis donc en sous-titre. En général, dans une certaine sphère, on appelle ça les chemtrails. Pour faire plus simple, les chemtrails seraient des traînées de condensation dans le ciel, mais qui sont enrichies de molécules chimiques. Pourquoi est-ce que j'ai donc appelé ça Stratospheric Aerosol Injection? Parce que c'est le nom de la technique qu'on a vue auparavant. Et que si vous voulez simplement voir qui agit officiellement à ce niveau-là, il vaut la peine d'utiliser ce terme-là. Maintenant,
En rentrant dans ce sujet-là, je pense que c'est vraiment important aussi de dire des choses qui ne sont souvent, en tout cas dans des cercles relativement critiques, qui ne sont pas abordées. La première chose, c'est que donc le débat est, est-ce qu'il s'agit de traînées de condensation, ce qui serait en fait le phénomène naturel derrière donc la condensation derrière un avion, ou est-ce qu'il y a plus que ça? Alors la première chose qu'il faut peut-être déjà préciser, c'est que de toute façon, toutes les traînées sont d'origine chimique, qu'il y ait adjonction volontaire ou pas, parce que toute la condensation est toujours issue de la combustion du carburant des avions. Pourquoi j'aime préciser ça? C'est que même si on va mesurer, il va devenir extrêmement difficile de faire la différence. Qu'est-ce qui est simplement le kérosène qui a été brûlé? Est-ce que c'est le kérosène plus les adjuvants de conservation ou les différentes traces qu'on va trouver qui sont simplement dues aux adjuvants qu'on retrouve dans le kérosène, qu'il soit militaire ou civil? Ou est-ce qu'il y a une intention supplémentaire? C'est complexe à prouver quelle est l'origine. Le deuxième point qui me semble vraiment essentiel d'aborder aussi, c'est que les carburants évoluent. Donc quand on fait des mesures, il va falloir comprendre quel était le carburant utilisé, d'où vient-il. Et ensuite, troisième point, c'est que les moteurs évoluent aussi. Donc vous avez certainement, vous souvenez de la problématique du scandale du diesel. On a vu que la technologie des diesels évoluait, puis que du coup les particules émises changent en fonction de la technologie du moteur. Et par conséquent, si on a plus de microparticules qui sont émises, et c'est ce qui arrive quand on optimise les moteurs, on va retrouver plus de noyaux de nucléation. Donc, on peut aussi, en partie, expliquer les traînées plus importantes par des simples modifications technologiques qui sont celles qui ont lieu dans toutes les industries. Et le dernier point qui est important à relever, c'est qu'on a une explosion du trafic aérien qu'on a souvent de la peine à imaginer, mais simplement depuis 2000, l'an 2000, c'est pas très loin, on a un triplement des avions qui se trouvent dans le ciel. Et c'est absolument massif. Hein. C'est une pollution qu'on a de la peine à imaginer parce qu'on n'a pas le nez dedans. Tout ça pour dire que ce sujet est complexe. Loin de moi de dire qu'il ne faut pas s'y intéresser. Au contraire, il faut s'y intéresser, mais il faut aussi prendre l'ensemble des éléments en considération avant d'émettre des hypothèses. Maintenant, pour venir à un aspect un peu plus critique, est-ce qu'il y a des institutions qui, parce que je l'annonçais, est-ce que des institutions ont déjà envisagé d'utiliser ce genre de technologie? Est-ce qu'on peut retrouver ce genre d'indices qui permettrait de penser que ça va beaucoup plus loin? Il en existe de tels documents. Et par exemple, on a un document, celui de gauche, de l'US Air Force de 1996, qui décrit très précisément à quoi ces technologies peuvent servir dans un cadre militaire. Donc, ils décrivent les avantages à utiliser ces technologies contre l'ennemi, mais de même pour se protéger et se procurer des avantages. Et donc, c'est des documents qui ont été publiés parce que des gens ont fait appel à une loi aux États-Unis qui permet de publier des documents qui n'étaient pas disponibles au niveau du public. Donc il y a clairement des gens qui y travaillent tout à fait officiellement. Un peu plus près de nous, le Council for Foreign Relations, qui est un think tank, certainement un des plus influents à Washington, depuis de nombreuses décennies, sortait un document, donc 2008, qui décrit l'utilisation de microparticules, en l'occurrence l'oxyde de l'aluminium, en injection stratosphérique. C'est un des sujets que beaucoup de gens extrêmement critiquent et qui pensent que les gouvernements vont beaucoup plus loin. Donc il y a clairement des documents officiels qui évoquent ce genre d'utilisation. Est-ce une preuve? Non, ce n'est pas encore une preuve, mais c'est un indice que des gens s'y intéressent très sérieusement. Pour continuer sur ce sujet, j'ai trouvé cette infographie intéressante. C'est une infographie réalisée par l'université d'East Anglia qui compare toutes ces techniques en termes d'efficacité. C'est les petits carrés verts. Donc si on prend les petits carrés verts, donc on va garder que les 3 techniques qui pourraient être efficaces, selon eux. Donc il y a la capture carbone, on en a parlé avec Climeworks, c'était l'entreprise suisse
La deuxième, c'est l'injection d'aérosols stratosphériques, qui serait efficace selon eux. Et la dernière, qui est du même niveau, ce serait les réflecteurs spatiaux. Jusque-là, vous êtes tous d'accord. Maintenant, ils ont pris d'autres critères en compte, des critères de coût, par exemple, parce que je pense que dans notre monde, le coût serait certainement le critère le plus important. Et si on prend le coût, les réflecteurs spatiaux, manifestement, pour l'instant, ils ne sont pas abordables. Et la capture de l'air, pour l'instant, et je crois qu'on l'a prouvé auparavant, ne semble pas abordable non plus. Il reste donc l'injection stratosphérique d'aérosols. Et si on regarde maintenant les deux derniers critères qu'ils ont retenus, c'est est-ce que ces technologies sont prêtes, donc readiness, et vous voyez que c'est une technologie simple à mettre en œuvre, c'est ça ce que ça veut dire, on sait le faire aujourd'hui. Au niveau de la sécurité, c'est relativement bas. Mais si on prend simplement cette analyse-là, si des gouvernements devaient aujourd'hui décider d'agir, même s'ils n'en informent pas le peuple, il semblerait que ce serait la technologie la plus appropriée de leur point de vue. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Je n'ai pas de preuves aujourd'hui, je n'ai pas de pilote derrière moi qui peut me dire oui, je fais des épandages tous les jours. Et donc, je n'ai pas de certitude à vous donner sur ce sujet-là. Par contre, c'est les indices que je pense que je peux honnêtement vous partager parce qu'ils sont absolument publics. Continuons sur une autre technique qui s'appelle donc l'ensemencement de nuages. Donc ça, c'est un document de 2024 et c'est le ministre du Maroc qui annonce il y a à peu près 3 semaines pour l'instant, ils ont effectué une 70aine d'opérations d'ensemencement de nuages au Maroc. De même, vous avez les Émirats arabes unis qui ont une escadrille tout à fait officielle qui agit dans ce sens-là et de nombreux autres pays. Donc, la technologie d'ensemencement de nuages est quelque chose de non controversé aujourd'hui et qui est reconnu très largement. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, et je reviens sur mon activité professionnelle, je vous disais que cette année, j'ai eu cette problématique d'une bactériose qui est apparue sur un de mes champs. Cette bactériose existe dans le monde depuis à peu près 20 ans. C'est ce qui a décimé l'industrie du kiwi des Néo-Zélandais il y a 15 ans. Cette bactérie s'appelle Pseudomonas syringae actinidae. Actinidae, c'est le kiwi. Hein. Donc, elle est apparue et elle a décimé plusieurs milliers d'hectares par année en Nouvelle-Zélande avant d'apparaître en Europe, où elle a décimé l'Italie, la France, le Portugal. Mais on n'en avait pas en Suisse jusqu'à aujourd'hui. Et donc, vu que j'ai aussi une formation d'ingénieur, donc je m'intéresse à essayer de trouver les origines. Et c'est vraiment l'histoire. Il y a 3 mois, je suis allé visiter le musée de la main qui est associé au CHUV. Et c'était une exposition sur les microbes. Alors, j'ai parcouru tout ça et j'ai trouvé un indice qui était extrêmement intéressant, c'est que dans cette exposition, il relatait que Pseudomonas syringae, donc cette famille de bactéries, est le meilleur moyen de nucléation, donc d'ensemencement de nuages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que la pluie, naturellement, il n'y a rien de complot, mais la pluie, de façon naturelle, est provoquée principalement, c'est pas le bon terme, mais il y a le meilleur moyen noyau de nucléation est Pseudomonas syringae. Et cette année, on a eu des précipitations absolument massives. On a eu plus d'1 mètre de précipitations au mois d'octobre dans nos régions ici, ce qui est déjà largement au-dessus de la moyenne annuelle. Et donc, la bactérie que j'ai retrouvée sur mes arbres est aussi la bactérie qui déclenche la pluie. C'est intéressant. Donc et là, encore une fois, moi j'accuse personne, et d'ailleurs de nombreuses études le prouvent, il y a des études qui sont allées rechercher d'où viennent les Pseudomonas syringae de nos nuages. Et ils en ont retrouvé par exemple en Islande, y compris sur des étendues d'herbes. Donc, encore une fois, c'est un phénomène naturel qui existe depuis toujours. Néanmoins, c'est quand même intéressant de se dire que si vous reprenez l'ensemencement de nuages qui est pratiqué, aujourd'hui, si on fait abstraction du côté pathogène de cette bactérie, si vous voulez faire de l'ensemencement, ce serait presque idéal d'utiliser celle-ci, c'est ce qu'il y a de plus performant.
Et je me suis dit, est-ce que quelqu'un le pratique? Et je suis tombé sur ce que vous voyez à droite, Snowmax. Donc c'est une entreprise qui vend des canons à neige. Et cette entreprise utilise Pseudomonas syringae, donc la protéine issue de cette bactérie, pour améliorer la génération de neige. Donc aujourd'hui, encore une fois, il n'y a aucun complot, mes plantes sont infectées par une bactérie naturelle, il n'y a pas de problème. N'empêche que ça montre à quel point ce genre d'utilisation, donc là, simplement dans le cadre de l'enneigement, pourrait très bien être utilisé à d'autres fins. Et que c'est intéressant de s'y intéresser. Un problème supplémentaire, c'est que, et tous ceux qui s'intéressent à ce sujet, c'est que c'est difficile à prouver. C'est difficile à prouver que c'est utilisé. Et je ne voulais pas le dire juste. Pour nous, oui, c'est compliqué, mais c'est donc un document qui est issu de la Bundeswehr, donc le ministère de la Défense allemand, 2012, qui dit la chose suivante. Un problème général d'un point de vue juridique de l'utilisation de la géo-ingénierie serait la question pratique de savoir comment une telle utilisation pourrait être vérifiée, surveillée et sanctionnée en tant qu'infraction. C'est difficile à prouver l'utilisation de ce genre de technologie, y compris donc le ministère de la Défense allemand le reconnaît. C'est extrêmement complexe. Venons-en au point suivant. J'avais présenté cet article CBS où des citoyens américains accusaient le gouvernement d'avoir utilisé des technologies pour détourner un ouragan. Très concrètement, c'était ça. Hein, c'était les ouragans qui avaient dévasté la Floride et des citoyens avaient accusé le gouvernement. Alors j'ai essayé de comprendre quelle est l'hypothèse derrière. Autant vous dire qu'il y en a de nombreuses. Celle que je pense qui éventuellement, en tout cas, a retenu mon attention, c'était l'utilisation, et beaucoup de gens parlent de ça, c'est HAARP. HAARP, c'est un réseau d'antennes, principalement, en tout cas historiquement, qui a été déployé en Alaska, mais il se trouve que de telles installations, il s'en trouve plusieurs dans le monde. La plus puissante, d'ailleurs, elle est en Norvège et pas en Alaska. Et l'objectif de ce réseau est en fait de stimuler la ionosphère. Au départ, officiellement, le but était de créer une couche ionisée en haute atmosphère afin de créer une antenne virtuelle, ce qui permettait de créer des ondes de longueur d'onde extrême pour pouvoir communiquer avec les sous-marins. Parce que pour faire passer des ondes électromagnétiques dans l'eau, il faut des longueurs d'onde extrêmes. Et l'antenne qu'il faut à cette fin serait gigantesque. Donc ils ont utilisé la ionisation de cette couche de la ionosphère pour créer cette antenne virtuelle. Par la suite, on a aussi observé qu'elle pouvait avoir une influence et générer de petites aurores boréales. Donc, il y a bien sûr une logique qui se dit la perturbation créée va beaucoup plus loin. Donc, il y a des gens qui prétendent que la météorologie, même des ouragans, pourrait être influencée par ce genre de technique. Et la deuxième explication, ce serait NEXRAD. NEXRAD est un réseau de radars météo. Vous voyez cette bulle blanche. Le plus proche NEXRAD se trouve ici sur la Dôle. Si jamais vous regardez la Dôle, vous avez une belle bulle blanche. Dessous, vous avez un NEXRAD. Et c'est ce qui, quand vous allez sur l'application Suisse Météo, par exemple, vous allez voir les précipitations qui sont annoncées ou qui sont en cours. C'est grâce à ce genre de radar à effet Doppler, donc ça permet d'envoyer une onde et de mesurer la réflexion et donc de comprendre quelles sont les précipitations. Donc il y a une hypothèse que ces radars seraient utilisés pour influencer en fait la météo. Et ce qu'on voit en général, ce serait ce genre de nuages, c'est-à-dire qu'en émettant des particules dans les nuages, en utilisant ces techniques électromagnétiques, on pourrait en fait créer des nuages qui ont des formes particulières. C'est ce que nous, on observerait. Et c'est ça l'hypothèse qui est avancée par beaucoup de gens. Alors autant vous dire que je trouve ça intéressant, mais en l'occurrence, je pense qu'il n'y a aujourd'hui que peu de faits scientifiques qui permettraient d'aller aussi loin que
prétendre pouvoir détourner un ouragan, il faut s'imaginer en termes de puissance, et d'ailleurs vous voyez les dégâts que ça provoque, hein, c'est une bombe atomique, hein, en gros, sur la surface. Et donc de prétendre qu'avec un Nexrad, par exemple, ou même plusieurs Nexrad qui émettent quelques centaines de kilowatts, voire quelques mégawatts, on puisse influencer des ordres de grandeur 10 000, voire 100 000 fois supérieurs. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de moyen ou d'explication physique comment on y arriverait. Pourquoi j'aborde ce sujet? C'est que je pense que de s'intéresser à ces sujets est important. Mais en même temps, je pense qu'il faut faire vraiment attention de ne pas extrapoler. Pourquoi? Parce que, pour faire une explication simple, vous avez vu qu'on est régulièrement utilisé ou manipulé par la peur. On l'a vu avec le Covid. Pardon, je vois que ça a bougé. On l'a vu avec le Covid, on le voit très clairement avec le réchauffement climatique, qui nous fait d'ailleurs nous rencontrer aujourd'hui. Mais le fait de penser qu'on nous empoisonne par le ciel, qu'on détourne les ouragans pour nous détruire, je pense que cette peur-là, elle est encore bien plus grande. Donc je pense que c'est vraiment important aussi de faire la part des choses et de ne pas rentrer dans des peurs extrêmes qui nous empêchent en fait de vivre. Donc s'intéresser à ce sujet, je pense, est crucial, mais attention aussi de ne pas aller dans des extrêmes. Pour continuer, les risques. Les risques de l'utilisation de ce genre de technologie, ils sont majeurs parce qu'évidemment, on ne sait pas quels sont les effets, parce que s'ils sont utilisés aujourd'hui, en général, on l'a vu, c'est au détriment d'autres personnes. Provoquer des précipitations, ce n'est pas qu'on crée la pluie, c'est qu'on vit d'un nuage là où ça nous intéresse. Donc, il y a des désavantages pour d'autres. Mais l'autre aspect, c'est que ces technologies aujourd'hui amènent aussi une diversion. Plutôt que de s'intéresser aux problématiques réelles qu'on a vraiment au quotidien, on pense qu'on peut résoudre des problèmes par de la technologie. Je reprends simplement des problématiques agricoles simples. Le meilleur moyen, par exemple, pour éviter des problématiques de gel, ce n'est pas de modifier le climat, c'est de planter d'autres plantes. C'est simple, efficace, et on l'a fait depuis la nuit des temps. C'est là où j'entends la diversion. Et au final, comme je le disais, il y a un vrai risque aujourd'hui déjà d'utiliser ces armes, et le passé, je vous l'ai prouvé, ça a déjà eu lieu. Donc voilà les risques principaux, pourquoi il est nécessaire d'y intéresser. Alors j'aimerais conclure simplement, que peut-on faire en tant que citoyen? Moi je ne suis pas chercheur, je suis juste un citoyen comme vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je pense que c'est absolument important, et on a la chance d'être à une époque où on peut s'informer. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les informations sont bonnes à prendre, mais on peut continuer à le faire au mieux de sa conscience, s'approprier les sujets d'intérêt. La deuxième chose qui est vraiment importante, en particulier à ce sujet, c'est de ne pas se laisser intimider. C'est-à-dire qu'en général, on va nous traiter de tous les noms quand on commence à ouvrir une discussion sur ce genre de sujet. Donc, vous êtes libre de vous intéresser à tous les sujets que vous voulez, y compris celui-ci. Et pourquoi c'est important? Parce que le débat est nécessaire à tous les niveaux, que ce soit, comme on l'a vu aujourd'hui, au niveau de l'impact des mesures qu'on prend en relation avec le réchauffement climatique, mais y compris ce sujet. C'est absolument crucial de pouvoir avoir des débats, et on voit que ça ne se fait ni dans les milieux habituels, c'est-à-dire ni dans les médias. Les médias ne traiteront jamais ce sujet de façon ouverte et objective, et qu'aujourd'hui, le seul moyen, c'est que la population, les citoyens, prennent vraiment le sujet à corps et en discutent librement. J'aimerais finir sur le fait, est-ce que donc ces technologies, est-ce qu'on fait confiance aveuglément à des gens qui peut-être les utilisent ou proposeront encore de les utiliser, ou est-ce que, en tant que citoyen, on refait nos propres choix en s'informant du mieux qu'on peut? Et moi, j'invite vraiment à chacun ici de continuer ce chemin-là. Je pense que vous y êtes tous déjà, je vous en félicite, mais continuons à être au plus près de notre conscience, parce qu'en fin de compte, c'est la seule chose qu'on peut faire durant une vie, c'est d'être
chaque fois au plus près de soi, à ce en quoi on croit, et ne pas se soumettre à une autorité. Je vous remercie. Bravo, c'est génial.